télévision djiboutienne de l'histoire. Mes chers compatriotes, dans l'histoire des nations, la colonisation est une abomination. Le détournement du car scolaire en 1976. Le soleil s'est couché sur le désert de sable et de pierre de Loyada, à 17 km de Djibouti. 30 très jeunes enfants sont toujours dans le car, dont les 4 terroristes du Front de Libération de la côte des Somalies se sont emparés très tôt ce matin. Ces enfants s'apprêtent à passer leur première nuit dans l'inconfort et le froid. À Djibouti, c'est l'angoisse chez les familles des enfants qui ont été enlevés. À la base aérienne, les parents, les yeux gonflés, le cœur serré, attendent vainement des nouvelles. De l'âge de 5 ans et demi jusqu'à 13 ans à peu près dans ce bus. Et là, il y a 4 hommes armés qui sont montés. Le 3 février, donc, je me rendais à l'école avec mes frères et sœurs. Nous avons pris le bus le matin vers 7 h et il y avait un arrêt un peu plus loin où un échange d'élèves se faisait entre 2 bus, l'un qui devait transporter que les collégiens et les lycéens et l'autre que les primaires. Et donc j'ai quitté le bus des primaires et en sortant du bus, j'ai remarqué 3 types qui étaient accroupis à une dizaine de mètres. Ils étaient en train de chuchoter entre eux et ils avaient des armes automatiques posées sur leurs cuisses. J'ai continué mon chemin pour prendre l'autre bus qui m'amenait au collège et j'entends beaucoup de bruit, des cris, etc. Et je me retourne et je vois des hommes armés, ceux que j'avais remarqués auparavant, qui rentrent dans le bus, qui braquent le chauffeur et le bus s'en va quelques secondes plus tard. Le 3 février 1976, à Djibouti, vers 7h10 du matin. Dans le secteur d'Ambouli, au niveau de la Cité du Progrès, des jeunes nationalistes appartenant au FLCS, une branche armée du mouvement politique luttant pour l'indépendance du territoire occupé par la France, prennent en otage un bus scolaire dans lequel se trouvent 31 écoliers, qui sont tous des enfants de militaires français en poste à Djibouti, et leur chauffeur un jeune appelé. Moins d'une demi-heure après, c'est la grande panique à Djibouti. L'événement n'a pas son pareil dans les annales de l'histoire du territoire occupé, et du côté des colons français, c'est la surprise générale. Encore une fois, la violence politique à bout d'arguments vient de s'en prendre à des enfants. Ça s'est passé à Djibouti, dans le territoire français des Afar et des Issa. Dans tous les conflits, j'ai eu souvent l'occasion de le déplorer avec vous, les enfants qui se trouvent sur le chemin de la terreur aveugle en sont les premières victimes. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait délibérément qu'on a capturé 21 petits Français âgés de 6 à 12 ans et qu'on les détient en otage pour satisfaire des exigences politiques apparemment généreuses. Est-ce le début d'une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre? Nul n'a de réponse. C'est la grande inconnue, mais les spéculations font bon train. Une fois montés à bord du car scolaire, les 4 jeunes nationalistes, armes au poing, sont plus que jamais déterminés à réussir leur opération. La rage au ventre, ces jeunes commandos en herbe prennent cependant aussitôt le contrôle du car scolaire sous la menace des armes et ordonnent au chauffeur de prendre la piste qui mène vers la frontière avec la Somalie. Arrivé au niveau du poste du barrage qui ceinture la capitale, l'un des gars ouvre le feu sur ce poste tenu par des légionnaires qui prennent aussitôt en chasse le bus, qui se dirige désormais tout droit et à vive allure sur le 15 km de piste caillouteuse qui sépare Djibouti-ville de Loyada, une localité frontalière entre Djibouti et la République démocratique de Somalie, dirigée à l'époque par le général Siad Barre. Arrivé à Loyada, le bus est immobilisé et la situation est plus que délicate. L'atmosphère est très tendue voire explosive. Il est impensable, sur le coup, pour les forces françaises en alerte maximum pourtant de faire une quelconque opération sans mettre en danger la vie de plus de 30 enfants de leurs camarades de service, qui est déjà en suspension sous la menace imminente du feu de leurs ravisseurs. Ce jour-là, il y avait à ce poste frontalier une présence, en force et en masse, de l'armée française en poste à Djibouti.
et entre autres le régiment de la garde frontalière habituelle. Il s'y trouvait aussi la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes, en mission de courte durée à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, renforcée dans la soirée par les automitrailleuses légères de l'escadron de reconnaissance. Pendant ce temps, les médias du territoire, qui appartiennent pratiquement tous à la France, force colonisatrice de l'époque, relaient l'information en boucle. Au plan intérieur, ce drame intervient au lendemain de toute une série de contrôles autour de Djibouti, contrôles qualifiés d'opérations d'assainissement par les autorités qui recherchent des caches d'armes et les étrangers en situation irrégulière, alors que l'opposition de gauche parle de son côté de répression massive et de déportation. Et le bruit court de par le monde, jusqu'à atteindre les hauts sphères du pouvoir de la métropole, où le président français de l'époque Valéry Giscard d'Estaing donna son feu vert pour mettre dans l'action la GIGN. Une jeune unité spéciale de la gendarmerie française quasi inconnue, et sans palmarès notoire durant cette période de son histoire. Le directeur de la gendarmerie, qui s'appelait M. Cochard, qui était un civil à l'époque, m'appelle et me dit « Mon lieutenant », j'étais lieutenant à l'époque, « Mon lieutenant, il y a une prise d'otage à Djibouti, un bus scolaire d'enfants de militaires a été détourné et il faut que vous interveniez par 3 terroristes, il m'annonce. Il faut que vous interveniez, donc préparez-vous à partir le plus rapidement possible. L'Oyada a été la première opération d'importance, d'envergure pour la gendarmerie et à travers le GIGN à l'étranger. Entre-temps, à Djibouti-Ville, la population suit l'événement avec enthousiasme et crainte à la fois. Enthousiasme d'abord, car pour la première fois l'équilibre des forces ayant changé de camp donnait cette fois l'avantage contre toute attente aux Djiboutiens opprimés. De crainte d'autre part, car si l'opération dérapait en tournant au drame par l'exécution des jeunes otages, la répression sera également sans merci. Du côté de l'Oyada, on est sur le qui-vive. Pourtant, des négociations s'engagent malgré tout entre les preneurs d'otages indépendantistes et les autorités civiles et militaires français. Mais ces tractations ne donneront pas grand résultat, bien au contraire, car c'est seulement en fin de matinée que les jeunes nationalistes djiboutiens accepteront de libérer un seul otage, qui était d'ailleurs le plus jeune des enfants retenus, et qui a été spécialement choisi pour apporter aux Français un papier sur lequel étaient rédigées quelques doléances. Au cours de ces pourparlers, ils donneront aussi leur accord pour embarquer une assistante sociale qui se portera ensuite volontaire de rester auprès des enfants pour les soutenir, avant de déplacer définitivement le bus dans un no man's land, à quelques dizaines de mètres seulement du poste frontière somalien. De l'autre côté de la frontière somalienne, l'agitation est palpable, car de crainte des débordements quasi certains, des soldats somaliens ont pris position derrière les barbelés prêts à toute éventualité. Pendant ce temps, dans cette zone frontalière et désertique, les choses vont vite, très vite même. Et les 4 premiers indépendantistes qui ont détourné le bus sont rejoints par d'autres éléments du FLCS qui présentent cette fois des revendications politiques claires à la France en demandant. Premièrement, le départ de 6000 ressortissants français de Djibouti. Deuxièmement, l'indépendance immédiate de Djibouti. Troisièmement, la libération de tous les prisonniers politiques, en échange des otages français. La réponse tarde à venir et la nuit tombe sans qu'il soit possible de deviner les intentions des preneurs d'otages, hormis celles liées à leurs revendications qui expriment leur volonté de tuer les enfants si elles n'aboutissent pas. Ni celle de la France hormis son souhait caché de ne pas entrer en guerre avec la Somalie, qui était une puissance militaire à l'époque puisque le bus se trouve trop près de sa frontière. C'est le blocage total. Le 4 février au matin, Hassan Gouled, alors chef de file incontesté de la LPA, qui avait condamné cet acte, proposa au haut-commissaire par l'intermédiaire de son ami et avocat français maître Alain Martinet, de s'interposer pour que les otages soient libérés sains et saufs, et éviter ainsi que ce détournement ne se termine par une tragédie. Mais cette proposition ne sera malheureusement pas retenue par le pouvoir colonial, qui évitait sans doute de l'admettre comme un leader incontournable sur l'échiquier politique. Et ironie du sort, son parti la LPA y sera même accusé d'être responsable du détournement, et ses principaux dirigeants, dont Ahmed Dini, seront mis sous les verrous.
Un groupe de 9 tireurs d'élite du groupement d'intervention de la gendarmerie, la GIGN, dirigé par le jeune lieutenant Christian Proutot, arrive tôt le matin à Loyada. Nous décollons à 3h, à 15h, heure de Paris, 15h30. Et nous arrivons à minuit 30 à Djibouti. Tout de suite, j'apprends que ce n'est pas Djibouti, mais que c'est Loyada. Donc il se retrouve à 12 km de Djibouti, en plein désert, près du poste frontière. Il y a un preneur d'otages, un terroriste en plus. Ils ne sont plus 3, mais ils sont 4. Je savais qu'il fallait pouvoir être sur le bus le plus rapidement possible. Mais je pouvais le faire qu'avec l'appui de la Légion. On ne savait pas du tout ce qui pourrait se passer. Le général m'a dit « Vous attendez l'ordre de tir ». Et je dis « Mais si j'ai des opportunités ». « Ah non, 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 il faut que le président de la République donne son autorisation ». Ils sont installés à environ 180 mètres du bus, avant de la Palmeraie, proche du poste frontière français, à proximité des tireurs d'élite de la 13e DBLE et de premiers REP déjà en place à 300 mètres autour du poste du groupement nomade autonome. L'opération est dirigée par le général Pierre Brassard. Le bus avec ses passagers est toujours immobilisé au même emplacement depuis plus de 30 heures. Quand soudain, vers 15h45, les tireurs d'élite du GIGN ouvrent le feu et tuent 5 preneurs d'otages, utilisant à cette occasion pour la première fois le tir simultané. Il fallait qu'on soit sûr, à un moment donné, que toutes les cibles soient immobiles pour garantir. C'est pas comme au cinéma où on tire sur des gens qui courent, on les touche. Non, c'est quelque chose qu'il fallait avoir nos 5 cibles en même temps et immobiles. Dans la dizaine de minutes qui suit, le GIGN tue d'autres ravisseurs. À partir du poste frontière, côté somalien, d'autres indépendantistes du FLCS ripostent en tirant aussi sur les gendarmes du GIGN et sur les légionnaires qui se précipitent vers le bus. Le chaos est total quand un 5e élément du FLCS, sans doute parti du poste frontière somalien, réussit à entrer dans le bus, à s'emparer d'un enfant, avant d'être blessé. Cet enfant, c'est un garçon, Frank Rutkowski, qui a été emmené en Somalie et qui sera libéré dans la semaine suivante à l'ambassade de France à Mogadiscio, après de longues tractations. Mais dans sa chute, selon les forces françaises, le gars du FLCS, qui a réussi à enlever le jeune garçon, aurait vidé le chargeur de son arme au hasard et blessé plusieurs enfants, dont 2 ne survivent pas. Dans le même temps, la 2e compagnie du REP donne l'assaut, tandis que les automitrailleuses légères se déploient en ligne face à la frontière. Des éléments de la 2e compagnie pénètrent dans le car et en extraient les enfants et les 2 adultes qui sont mis à l'abri. À 16h05, l'affaire du détournement du car scolaire de Loyada, qui fut un message clair de la détermination du peuple djiboutien pour son indépendance, se termine ainsi et le bilan est également lourd de 2 côtés. 2 fillettes ont été tuées, 5 autres enfants ainsi que l'assistante sociale et le jeune chauffeur de bus ont été blessés. Un lieutenant a été grièvement blessé dans l'action. 7 preneurs d'otages ont été tués. Côté somalien, d'après le bilan donné par le gouvernement somalien le 10 février, 15 Somaliens ont été tués et 14 autres blessés.